Bonjour à tous, rebonjour à ceux qui nous rejoignent. Deuxième partie de cette matinale d'infos en direct du Salon de l'Agriculture aujourd'hui, avec évidemment la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, et avec TV5 Monde. Aujourd'hui, l'invité politique de Territoire d'Info ce matin en direct, c'est le ministre auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, c'est Sébastien Lecornu. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes un habitué de Territoire d'Info. Oui, exactement. Merci de m'inviter sur le salon, ça me fait très plaisir. Merci d'être avec nous. Pour vous interroger à mes côtés, Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Bonjour. Et Patrice Moyon de Ouest France. Bonjour Patrice. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Sébastien Lecornu, on vous voit partout. Fessenheim, Bure, La Hague, Flamanville. Dès qu'il y a un sujet chaud, vous y êtes. Dès qu'il y a un sujet énergie, c'est vous. Est-ce que c'est vous le ministre de l'énergie de plein exercice, avant d'être le ministre de plein exercice de la transition écologique vous allez et solidaire? m'attirer à des difficultés dès le début du salon et dès le lundi matin. Le ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, et évidemment le ministre de plein exercice. Vous avez compris ma question. Après, il est vrai. Comme il ne vient pas et que vous êtes là. Non, attendez. Il est vrai que je me suis spécialisé sur les questions d'énergie qui me passionnent. D'ailleurs, c'est ce qui va m'amener à parler de méthanisation beaucoup avec nos amis agriculteurs sur le salon cette semaine. À vrai dire, ça fait 10 ans que je fais le salon de l'agriculture. Je l'ai fait comme jeune collaborateur de Bruno Le Maire, où j'organisais ses déplacements ici lorsqu'il était ministre de l'Agriculture. J'ai gardé d'ailleurs beaucoup d'amis parmi les professionnels et les responsables agricoles. Ensuite, je l'ai fait comme élu local, notamment en tant que président du conseil départemental de l'Eure. D'ailleurs, tout à l'heure, j'irai inaugurer le stand pour cette semaine de mon département, avec mon successeur Pascal Lehongre. Et puis, bien sûr, je vais aussi le faire avec ma nouvelle casquette de secrétaire d'État à la transition écologique pendant 3 jours, sachant que Brune Poirson, ma collègue secrétaire d'État, va venir également 2 jours. Voilà. Alors, Sébastien Lecornu, une question justement, Nicolas Hulot, vous en parliez, il ne vient pas. Est-ce que ça peut paraître un peu étonnant? Est-ce que certains parlent de dérobade? Vous comprenez? Oui, enfin, vous savez, les commentaires des uns et des autres, il faut apprendre désormais à s'en méfier. Quoi que fasse Nicolas Hulot, il est commenté de toute façon. Donc il serait venu trop longtemps, on aurait dit, il pique la vedette à Stéphane Travers. Il vient pas du tout, on dit qu'il se dérobe. Franchement, c'est un peu pénible. La réalité, c'est que Nicolas Hulot, il a préparé largement ce salon de l'agriculture. Il a multiplié les rencontres ces dernières semaines avec l'ensemble des grands syndicats, avec le réseau des chambres consulaires agricoles, avec les grands décideurs du monde agricole et de la pêche d'ailleurs, parce que Nicolas Hulot est ministre de la mer. Ces rencontres-là ont donné lieu à un certain nombre de pistes de travail très opérationnelles sur lesquelles on va y revenir, dont la méthanisation d'ailleurs font partie. Il a pris la parole effectivement chez vos confrères du JDD et son ministère va être largement représenté cette semaine par les services, mais également par ses deux secrétaires d'État, Brune Poirson et moi-même. Justement, dans cette interview au Journal du Dimanche, il fait état de l'interdiction du glyphosate en introduisant l'idée qu'il pourrait y avoir des exceptions, donc d'ici dans 3 ans. Comment vous l'expliquez, à quoi vous l'attribuez? Est-ce que c'est pas d'une certaine façon une reculade? Non, il n'y a pas de nouveauté non plus là-dessus. On a toujours été très pragmatique sur le glyphosate. Si on prend un instant quand même pour en parler, parce que c'est un sujet qui est difficile et qui est parfois pas évident de le maîtriser, de le comprendre, tant il est complexe. Déjà, le glyphosate, il y a un doute sérieux sur sa dangerosité. Ça, c'est pas nous qui le disons, ce sont l'ensemble des scientifiques et des experts qui ont travaillé sur le sujet. D'ailleurs, c'est ce qui a amené à prendre un certain nombre de décisions d'interdiction déjà du glyphosate, par exemple pour les collectivités territoriales dans les espaces publics, par exemple pour les particuliers. La question est plus délicate pour le monde agricole puisque les agriculteurs sont dépendants, ont besoin du glyphosate pour travailler. Et donc ça pose la question des solutions de substitution. Et cette question-là, il faut qu'elle soit regardée avec pragmatisme. Et c'est bien sûr aux scientifiques, notamment par exemple à l'INRA, à des grands centres de recherche, que de donner les pistes de substitution possibles. Moi, ce que je note, c'est que depuis qu'on mène ce combat sur les glyphosates, où je le rappelle, normalement, l'autorisation devait être donnée par la Commission européenne de le renouveler pour une période de 10 ans. Grâce à l'action diplomatique de la France, le président de la République qui s'est beaucoup investi, comme vous savez, sur le sujet, l'horizon a été ramené à 5 ans. Et en interne, c'est-à-dire sur le sol français, nous avons choisi de le ramener à 3 ans. Et dans ces 3 ans, nous devons trouver des solutions de substitution. Après, si toutes les solutions de substitution ne sont pas trouvées dans le délai de 3 ans sur certains types d'exploitation ou sur certaines zones géographiques spécifiques, il y aura effectivement un certain nombre de dérogations ou d'exceptions qui représenteraient peu ou prou 5% de l'ensemble du territoire français, ce qui n'est pas grand-chose. Le pragmatisme doit commander à cette décision sur le glyphosate. Il ne faut pas prendre les agriculteurs en traître sur le sujet. Ils ont besoin de ce pragmatisme. Ça a été redit d'ailleurs Mme Lambert, la présidente de la FNSEA. J'ai eu l'occasion de la recevoir sur le sujet et d'autres sujets il y a maintenant quelques temps. Et vous notez aussi à quel point
Le plus grand syndicat agricole français, lui aussi, commence à prendre la parole sur le sujet, sur la diminution des pesticides, sur le développement du biocontrôle. Bref, il y a un virage qui se fait. Patrice Moyon, Ouest France. Sébastien Lecornu. Autre sujet sensible. L'agriculture française a été confrontée à un certain nombre de crises ces dernières années. Aujourd'hui, l'Union européenne est dans la dernière ligne droite des négociations avec les pays du Mercosur. Il y a un certain nombre. Quelles sont les lignes rouges aujourd'hui pour la France sur ces négociations-là? Pour la viande bovine notamment, pour le sucre, pour l'éthanol? Oui, et même parfois certains fruits et légumes. Les lignes rouges sont clairement établies. D'ailleurs, au passage, aujourd'hui, le président de la République l'a dit très clairement lors de sa visite au Salon samedi dernier. Le ministre d'État, Nicolas Hulot, l'a dit aussi hier. Le compte n'y est pas. Sur les négociations actuelles. D'ailleurs, les négociateurs eux-mêmes qui traitent avec le Mercosur sur le sujet le disent très clairement. Nous, on ne veut pas de traité de libre-échange qui amoindrirait nos standards environnementaux, notamment aussi nos standards climatiques, sur toute notre politique liée au climat, liée à la COP21, etc. Donc aujourd'hui, le compte n'y est pas. Les négociations doivent se poursuivre avec cette volonté française, justement, de ne pas amoindrir, comme on l'avait fait d'ailleurs pour le CETA avec le veto climatique, nos standards. Ça veut dire que là aussi, il faut regarder cette question avec pragmatisme. Aujourd'hui, une grande partie de la viande bovine consommée, par exemple, dans les cantines, sont déjà de la viande importée. Donc, ce n'est pas de la faute du Mercosur. Ce qu'il faut, c'est véritablement définir des grandes lignes rouges de force. Elles l'ont été notamment, par exemple, sur la volaille, dont on entend les poulets derrière nous, puisque les Français sont des grands consommateurs de filets, par exemple. Et en restauration hors foyer, aujourd'hui en France, 88% de la viande consommée et de la viande d'importation déjà. Donc il y a un vrai risque. Qu'il faut faire du en même temps. En même temps être très dur sur les lignes rouges liées à la négociation du Mercosur et en même temps développer les circuits courts dans les cantines scolaires ou même dans les cantines des EHPAD, bref, liées à la commande publique pour arriver à recréer des filières locales qui permettent de trouver des débouchés pour nos agriculteurs, notamment effectivement dans les cantines. Moi je l'ai fait dans mon département, mais c'est pas toujours évident, donc il faut qu'on arrive à accompagner tout ça. C'est l'objectif de 50% de bio et ou de produits de proximité de qualité dans les cantines à horizon de la fin du quinquennat que nous allons tenir. Autre inquiétude, celle portant sur le budget de la politique agricole commune qui pourrait être revu à la baisse avec le départ des Anglais. Phil Hogan, le commissaire à l'agriculture, dans un entretien à Ouest France, a dit que l'une des options, ça pourrait être de revoir d'augmenter la contribution des États membres. Est-ce que c'est une solution que vous défendez? Alors, je crois que, moi, je ne suis pas là pour la défendre. Je ne suis pas ministre en charge de cela. Je suis très attentif à ne pas empiéter sur les plates-bandes de mon ami Stéphane Travert. Toutes les options sont sur la table. L'idée est claire. La PAC, elle est là pour protéger les agriculteurs. La PAC, elle est là, l'Europe donc, est là pour amoindrir les coûts, les chocs lorsque l'agriculture française rencontre un choc. D'ailleurs, c'est tout le débat sur les ICHN. Et donc, toutes les pistes sont sur la table pour le gouvernement français pour préserver ce modèle. Ça fait partie aussi des nombreuses conversations que Nathalie Loiseau, la ministre en charge des Affaires européennes, a avec l'ensemble des pays européens, notamment nos amis allemands. C'est Sébastien Lecornu, le ministre auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, qui est l'invité politique de territoire d'Info ce matin. Marcelo Westphal. Oui, Sébastien Lecornu, vous avez fait des annonces sur la méthanisation. Vous comptez beaucoup, le président aussi l'a dit devant les agriculteurs à l'Elysée, pour notamment développer le biogaz. C'est une solution qui a déjà été, on se souvient que Stéphane Le Foll, l'ancien ministre de l'Agriculture, en parlait beaucoup aussi. Alors une question, pourquoi jusqu'à maintenant ça n'a pas pris? Quels sont les verrous que vous comptez faire sauter avec votre nouveau plan? Un mot déjà sur le fond. La méthanisation, ça fait effectivement longtemps que tout le monde en parle. Il y a un certain nombre de progrès ces dernières années, mais le compte n'y est pas en termes de massification pour en avoir un véritable levier à l'échelle nationale. On a besoin des agriculteurs pour la transition énergétique. Les énergies renouvelables, le vent, les éoliennes sont souvent posées dans des champs. Le photovoltaïque, historiquement, les bâtiments d'élevage ont souvent été les premiers bâtiments à accueillir les panneaux solaires. Et bien évidemment, la biomasse et donc en particulier la méthanisation. C'est-à-dire que pour développer les énergies renouvelables, moi qui m'occupe d'énergie auprès de Nicolas Hulot, j'ai besoin des agriculteurs. D'ailleurs, il y a pratiquement 50 000 exploitations agricoles qui, de près ou de loin, ont déjà des installations d'énergie renouvelable. Et inversement, les agriculteurs, dans leur volonté d'avoir des prix, d'une part, ont besoin aussi de diversifier leurs revenus, d'autre part. Si vous mettez un revenu médian agricole à 25 000 euros par an, je crois que les dernières études donnent à peu près ce chiffre-là, toute énergie renouvelable confondue, cela pourrait permettre de créer 15 000 euros supplémentaires de richesse et de revenus pour nos amis agriculteurs par année. Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné jusqu'à présent, ou mal fonctionné, ou pas assez vite fonctionné? Deux séries de raisons très simples, mais je voulais d'abord refaire la pédagogie du pourquoi on se mettait sur cette méthanisation. La première raison, elle est bien évidemment sur les questions de simplification réglementaire. Comme je l'ai fait pour l'éolien, comme je le ferai pour le photovoltaïque, il faut qu'on arrive à simplifier. C'est
la classification en ICPE, c'est un peu barbare pour ceux qui nous regardent, mais bref, c'est notre capacité à avoir un champ réglementaire plus simple, notamment autour du qualificatif de déchets, d'épandage, de digestat. Puis la deuxième raison, c'est qu'un méthaniseur, ça coûte très très cher. Et c'est très capitalistique en investissement. On ne va pas demander à un agriculteur d'hypothéquer sa ferme pour se doter d'un méthaniseur. Et c'est pour ça que dans le grand plan d'investissement voulu par Stéphane Travert et par le président de la République, il y a 100 millions d'euros sur la table par la BPI pour aider à l'investissement. Et moi, j'ai mis le monde bancaire autour de la table également pour aider les agriculteurs à franchir le cap. Sur le nucléaire, vous êtes extrêmement présent. On le rappelait à l'instant, La Hague, Flamanville, etc. Vous étiez à Bure sur le site d'enfouissement des déchets nucléaires. L'intervention très musclée de 500 gendarmes pour déloger une quinzaine d'écologistes, c'est la méthode assez forte qu'a utilisé le gouvernement. Derrière, vous vouliez rencontrer un certain nombre d'élus opposés ou d'opposants tout à fait modérés. Ils ne sont pas venus à la rencontre avec vous. Est-ce que la anti dure ne les a pas braqués? On n'a pas expulsé des écologistes. Des militants opposés à des zadistes. On a expulsé des délinquants. Des gens affiliés à l'ultra-gauche et parfois des mouvements anarchistes, à des gens dont la violence est le mode opératoire, à des gens qui se sont pris aux gendarmes, qui ont fait de la garde à vue parce qu'ils en sont pris physiquement. Les opposants modérés, c'était très différent qu'à Notre-Dame-des-Landes, vous voulez dire. Ça n'était pas le même genre de population. CIGEO est un projet de long terme, sur lequel d'ailleurs aujourd'hui il n'y a aucune matière radioactive à Bure, sur lequel aujourd'hui il n'y a jamais qu'un laboratoire qui teste potentiellement notre capacité à faire ce site d'enfouissement pour les déchets nucléaires. Le premier colis de déchets nucléaires, si le calendrier devait être tenu, ça serait 2030. Donc les gens qui occupent illégalement le Bois-le-Duc comme ils l'ont fait jusqu'à présent, comme tous celles et ceux qui empruntent la voie de la violence, sont des délinquants. Des délinquants. Je le dis, parce que moi je ne peux pas me permettre cette assimilation entre des opposants légaux, des associations, des élus locaux qui empruntent la voie de droit. Je vais vous écouter votre rencontre. J'arrive, mais c'est très important. On ne peut pas assimiler des gens qui empruntent les voies de droit, qui peut-être attaqueront le projet CIGEO devant le tribunal administratif, devant le Conseil d'État. Ces gens-là doivent être respectés. C'est pour ça d'ailleurs que j'aurai l'occasion encore de les recevoir dans les semaines qui viendront au ministère. Des opposants illégaux qui, eux, occupent illégalement un bois, sont violents, commettent des vols dans les commerces alentours, commettent des dégradations. La mairie de Bure a encore été saccagée. Le monument aux morts de Bure a été profané au mois de juin dernier. Bref, on ne peut pas assimiler les opposants illégaux avec les opposants légaux. Moi, je suis très attaché à cette dimension-là. La réponse de jeudi dernier est une réponse du retour de l'état de droit. L'état de droit, c'est aussi la concertation et la consultation. C'est ce que je m'employais à faire. Les associations, effectivement, ont boudé le rendez-vous vendredi matin que je leur proposais. C'est pas très grave, parce que j'avais déjà eu l'occasion de les voir avant. Et vu l'échelle du projet, c'est pour ça que je commençais par son calendrier, croyez bien que j'aurai l'occasion de les revoir. Patrice Moyon. Sur ce territoire où il y a eu beaucoup d'argent public aussi d'investi, quel est le projet de développement? Parce qu'on est sur des territoires qui sont très isolés, entre la Meuse et la Haute-Marne. Comment est-ce que le gouvernement va accompagner véritablement ce développement pour pas qu'il y ait du saupoudrage et finalement qu'il ne débouche sur rien de concret? Votre question est absolument centrale. Ça pose la question de l'acceptabilité locale du projet, de la lutte contre la désertification de ces territoires ruraux, pour laquelle, effectivement, il y a beaucoup d'argent qui sont sur la table grâce à ce projet CIGEO. Près de 700 millions d'euros, d'ailleurs, ont été mobilisés depuis le début des années 2000, et sur lequel il faut qu'on soit en capacité d'écrire le projet de territoire pour la suite. 11, ce sont les élus locaux, les 2 départements, l'ensemble des chambres consulaires, et bien évidemment le gouvernement. C'est pour ça que je vais réunir le comité du haut niveau du projet CIGEO le 7 mars prochain, et qu'on va se dire 2-3 vérités sur la suite de l'écriture du projet de territoire pour prendre des décisions à l'horizon du prochain comité de haut niveau qui se tiendra au mois de septembre, au mois d'octobre prochain. Moi, j'ai déjà des idées très concrètes, mais comme je crois à la décentralisation, je ne veux pas me substituer aux décideurs locaux. Mais évidemment, le numérique, évidemment, là aussi, la méthanisation, par exemple, pour les agriculteurs, sur lequel on pourrait imaginer des schémas de méthanisation sur les 2 départements. Évidemment, la transition énergétique au sens large du terme, la performance énergétique des bâtiments, autant de sujets qui me sont chers, sur lesquels CIGEO doit être une opportunité de faire de ces départements des départements pilotes et en avance. Sébastien Lecornu, ça coince à Paris. Est-ce que sur les voies sur berge, le tribunal administratif a dit c'est pas possible. Est-ce que vous dites à Anne Hidalgo de revoir sa méthode et surtout d'accepter la main tendue de la présidente de région Valérie Pécresse qui veut faire un projet alternatif? Vous savez, je ne suis pas Ban Ki-moon, donc je ne vais pas m'interposer entre Valérie Pécresse et Anne Hidalgo. Je n'ai pas la prétention de pouvoir régler ça. Blague à part. Je suis le membre du gouvernement qui a porté les ordonnances sur la concertation et sur l'évaluation environnementale au Parlement.
Je suis donc celui qui, le dernier en date, a poussé les curseurs sur les enquêtes publiques, a poussé les curseurs sur la capacité à saisir la commission du débat public pour un certain nombre de projets ayant un impact sur l'environnement. Vous pensez bien que de l'autre côté, lorsque la maire de Paris, qui, et c'est bien louable, et c'est bien qu'elle le fasse, s'empare du dossier de la pollution de l'air et de la lutte contre la pollution de l'air, lorsqu'elle néglige l'enquête publique, lorsqu'elle parfois est un peu brutale et autoritaire dans la manière de s'y prendre avec ses concitoyens, négligeant une fois plus, j'insiste, l'étude d'impact, qui est une étude d'impact légale, qui est obligatoire, puisqu'il y a des fermetures de circulation, fondamentalement, je ne peux pas l'encourager. Et c'est pour ça que moi je souhaite que de nouveau la mairie de Paris se remette autour de la table avec l'ensemble des collectivités territoriales et pourquoi pas le Conseil régional d'Île-de-France, et surtout fasse preuve de pédagogie pour expliquer la décision et une fois de plus porte beaucoup d'attention à l'étude d'impact. Ce sont des lois de la République qu'il s'agit d'appliquer. C'est pour ça que le tribunal administratif avait annulé cet arrêté. Pédagogie, Sébastien Lecornu. L'actualité aussi de cette semaine, c'est la réforme de la SNCF, le rapport Spinetta qui a été remis. Est-ce qu'il faut effectivement passer par des ordonnances pour réformer la SNCF et dans quel cadre? Est-ce que c'est pour le statut? Est-ce que c'est pour la question des statuts des cheminots, la question de la société? Écoutez, on est tous impatients de savoir, on le saura dans la matinée, je crois, puisque le Premier ministre va annoncer la méthode. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que le statu quo autour de la SNCF n'est plus possible. Enfin, on n'a jamais mis autant d'argent et de subventions publiques sur la question ferroviaire. Il n'y a jamais eu autant de mécontentement de la part de nos concitoyens qui sont par ailleurs des usagers du service public ferroviaire ou des clients de la SNCF. Je pense que les débats et l'actualité autour de la gare Montparnasse résonnent encore dans notre esprit de manière tout à fait récente. Donc on ne peut pas être immobile sur cette question de la SNCF. Ça veut dire qu'il y a la question du statut de l'entreprise, c'est ce que le rapport Spinetta pointe. Il y a les questions du statut des agents de la SNCF. Ça, on aura la réponse ce matin avec le Premier ministre. Il y a la question des lignes, également des petites lignes, comme on dit, les lignes d'intérêt régional sur lesquelles les conseils régionaux doivent se mobiliser. Bref, il y a un certain nombre de pistes qui sont sur la table, dont notamment la gestion de la dette de la SNCF, qui est quelque chose d'un peu technique pour nos concitoyens, mais qui est fondamental, parce que c'est ce qui ampute nos capacités à prévoir un avenir ferroviaire. Est-ce que vous êtes prêt à l'épreuve de force? Non, mais vous voyez bien sur quoi Emmanuel Macron a été élu. Le mouvement et la promesse de la transformation et du changement. Vous voyez pourquoi quelqu'un qui vient des Républicains comme moi a accepté la main tendue du président de la République à l'égard de ceux qui n'avaient pas voté pour lui au premier tour. Pour la même raison, c'est la promesse qu'on a ouvert une fenêtre dans le pays qui nous permet profondément de le transformer, parce que c'est ce que veulent nos concitoyens, tout en avec écoutant... le risque de blocage, là. Non, parce que tout en écoutant, c'est ce que j'allais vous dire, tout en écoutant nos concitoyens, et y compris dans la démocratie sociale. Ce que va dire le Premier ministre tout à l'heure, c'est un calendrier et une méthode. Et de ce que j'en sais, il y aura une bonne place pour la concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux sur ce sujet comme dans d'autres. Vous l'avez vu à Fessenheim, vous l'avez vu à Bure, sur mes propres dossiers. Quelle est la méthode? On prend du temps, on écoute et en même temps on décide. Sébastien Lecornu, Arnaud Montebourg dit que l'on peut changer le monde. Il se lance dans la culture des amandes, développer aussi les filières du miel. C'est plus efficace que la politique, le privé? Non, mais il renvoie une image moderne de ce que sont les anciens ministres. Là où d'autres s'accrochent beaucoup parfois pour revenir ou rester, lui montre qu'une vie est possible après la politique. Je le crois profondément moi-même. J'espère qu'il m'offrira un pot de miel. Ça sera votre cas alors, vous? Après? Ah oui, moi j'ai 31 ans. Ouais. Je vous disais que ça fait 10 ans que je viens sur le salon. Le Benjamin du gouvernement. Oui, je suis Benjamin tout en étant le plus vieux probablement, puisqu'effectivement ça fait déjà 10 ans que je fais de la politique. Et vous imaginez autre chose après? Ah oui, bien sûr. C'est souhaitable. Quoi, par exemple? Vous aviez réfléchi à tout ça? Pourquoi pas une vie économique d'entrepreneur ou une vie associative? Vous voyez, je vois Pascal Canfin, dont je ne partage pas toutes les opinions initiales, qui après avoir été ministre devient directeur général de WWF. Il continue son engagement. D'autres entreprennent. Je trouve ça assez sain. Merci Sébastien Lecornu, ministre auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, d'avoir été en direct avec nous ici au Salon de l'Agriculture. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci. Voilà pour débriefer les propos du ministre auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire qui était notre invité ce matin. Réaccueille Michel Richard, éditorialiste au Midi Libre et au Point. Merci d'être avec nous ce matin Michel. Bonjour. Et puis Olivier Allemand, le spécialiste du monde rural et de l'agriculture pour Public Sénat, qui nous accompagnera tout au long de ce salon de l'agriculture. Bonjour Olivier, bonjour, merci d'être là. On démarre tout de suite avec Nicolas Hulot, le grand absent de ce salon. Une première qu'un ministre de la Transition écologique et solidaire ne soit pas présent. Sébastien Lecornu a fait le job, il le remplace entre guillemets ici?
En fait, ce qui se passe, c'est que de Nicolas Hulot, on a toujours l'impression qu'il joue un rapport de force. Donc effectivement, on se pose la question de savoir s'il ne vient pas sur ce salon de l'agriculture, c'est parce que peut-être il y a des arbitrages en coulisses sur un certain nombre de choix du gouvernement. On pense notamment au plan Ambition Bio. Est-ce que finalement, il y a les financements pour pouvoir atteindre cet objectif de 15% de surface agricole en bio utile à la fin du quinquennat? Donc effectivement, derrière, il y a des arbitrages financiers qui sont en cours et on se demande si effectivement Nicolas Hulot ne joue pas cette carte-là pour pouvoir peser dans ce genre de décision. Il n'y a que ça, des arbitrages financiers ou politiques, Michel Richard? Écoutez, là aussi, dès que l'on parle de Nicolas Hulot, on parle d'un tempérament. C'est-à-dire, c'est un garçon qui a été demandé comme ministre par tous les présidents de la République successifs, l'a toujours refusé. Là, il accepte. Mais alors, on ne sait pas très bien ce qui se passe. On se demande toujours, au fond, s'il ne boude pas. Alors, en effet, ou bien il peut y avoir un bras de fer, ou bien une bouderie, une fâcherie, parce que c'est un homme qui est sensible, qui est complexe, qui est compliqué, qui est tourmenté. On l'a vu récemment. Et donc, voilà, on se demande toujours quelle est la part du jeu politique ou du tempérament psychologique. Olivier Allemand, la grande affaire de ce ministre qu'on avait sur le plateau ce matin, Sébastien Lecornu, c'est la méthanisation. Expliquez-nous pourquoi c'est si important pour cette filière. Aujourd'hui, en fait, pour les agriculteurs, en fait, la méthanisation peut représenter, j'allais dire, un complément de financement qui aide justement à l'équilibre financier d'exploitation. On sait que le revenu des agriculteurs est assez faible et c'est vrai que ça valorise tous les déchets agricoles, ça les valorise de manière honorable, on va dire, et en plus en étant un complément de rémunération. Donc ça a du sens pour les agriculteurs de participer à cette transition. C'est le ministre de l'énergie qu'on a eu sur ce plateau ce matin. Non mais clairement, mais la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que pour pouvoir faire un méthaniseur en France, il faut 5 ans de délai administratif contre 2 ou 2,5 en Allemagne. Et c'est vrai que le ministre Sébastien Lecornu a parlé effectivement de simplification, mais Stéphane Le Foll s'est déjà heurté à cette simplification. Il a essayé pendant 2 ans et demi de simplifier les normes pour pouvoir accélérer la mise en œuvre et le développement des méthaniseurs en France. Et pour l'instant, c'est compliqué. Donc on est encore dans un vœu pieux. On voit bien une volonté, effectivement, de Sébastien Lecornu d'aller plus vite. Maintenant, est-ce qu'il aura les moyens concrets de le faire? Alors, Sébastien Lecornu a fait une déclaration tout à l'heure au cours de l'interview politique qui nous a particulièrement intéressés concernant, entre guillemets, les délinquants du site de Bure. On l'écoute. On n'a pas expulsé des écologistes. Des militants opposés à des zadistes. On a expulsé des délinquants, des gens affiliés à l'ultra-gauche et parfois des mouvements anarchistes, à des gens dont la violence est le mode opératoire, à des gens qui se sont pris aux gendarmes, qui ont fait de la garde à vue parce qu'ils en sont pris physiquement. Michel Richard, je croyais que c'était des militants écologistes. C'est des délinquants qu'on a sortis de Bure. Alors écoutez, là c'est franchement compliqué. Moi je ne connais pas individuellement les 15, 16, 17, 18 personnes qui ont Ça explique 500 justifié l'intervention de 500 gendarmes. Voilà. Ils devaient être, j'imagine, très très dangereux. En tout cas très mobiles, d'après les quelques images que j'ai vues. Ils couraient vite. Bon. Sont-ce des délinquants ? Éternel problème du militantisme. Jusqu'où doit-il aller? Jusqu'où la résistance civile? Jusqu'où la résistance par l'occupation des lieux? Une occupation des lieux, par définition, c'est quelque chose d'illégal. Est-ce que ça en fait un délinquant pour autant? Franchement, je demande là j'ai quelques perplexités. Je comprends très bien pourquoi le ministre dit ça. Je ne suis pas naïf. Il y a dans ces mouvements des gens qui sont évidemment des militants que l'on pourrait dire radicalisés, qui sont prêts à tout, y compris à des voies de fait qui sont évidemment inacceptables. Bon, voilà. Moi, je ne sais pas bien faire la part exacte, en l'occurrence, de ces choses-là. J'apprends aujourd'hui qu'il y a de nouveau des encombrements sur la départementale de Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire après que nous ayons pendant 15 jours vu son nettoiement, son déménagement avec force policière à l'appui, il semble que ça recommence. Bon, voilà un problème d'autorité politique qui est évidemment capital, car il est vrai qu'on ne peut pas paraître céder à des gens que l'on aurait pu traiter de délinquants à Notre-Dame-des-Landes et accepter... Deux poids, deux mesures. Exactement. Olivier Allemand. Oui, non, mais c'est-à-dire que
la réaffirmation de l'état de droit, justement, notamment sur l'exemple de Bure. Sur ce plateau, il y a quelques minutes. Et sur ce plateau, il y a quelques minutes, elle est quand même représentative de ce gouvernement. On a aussi bien vu Emmanuel Macron, dans sa visite samedi, qui a été à la rencontre des 10 jeunes agriculteurs qui l'ont sifflé. Et quelque part, c'est très symptomatique, en tout cas, de cette réaffirmation de l'état de droit. Le gouvernement veut montrer qu'il tient les choses et qu'il va au contact directement, s'il y a besoin d'affronter, effectivement, des militants ou des délinquants, comme il les qualifie. Olivier Allemand, vous êtes spécialiste agriculture, monde rural, sur ce plateau pendant toute cette semaine, y compris dans cette matinale d'info. À partir de quand pourra-t-on dire que ce salon est une réussite ? Alors, on le mesure comment d'abord? On le mesure évidemment au nombre d'entrées parce que ça reste quand même une grande fête populaire. On doit dépasser les 600 ou 650 000 visiteurs. Ça ouvre à 9h, les portes. Sur les 9 jours, ça ouvre à 9h, oui, d'ici une grosse demi-heure. Mais politiquement, effectivement, ce salon sera un succès si le gouvernement arrive à faire passer tous ses états généraux de l'alimentation. Donc il y a un certain nombre de sujets dont le glyphosate, dont a parlé effectivement la sortie, en tout cas la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires, donc des pesticides. Et c'est vrai que là aussi, on se rend compte que sur le glyphosate, on a un petit problème de substitution. Le ministre l'a dit, parce qu'aujourd'hui, fondamentalement, si on a l'impression d'une petite reculade du gouvernement, c'est bien parce que fondamentalement, la recherche aujourd'hui n'a pas d'alternative. Et c'est pour ça, effectivement, que les dérogations qui sont annoncent déjà le fait qu'aujourd'hui, l'INRA, l'Institut national de la recherche économique, ne peut pas substituer le glyphosate sur toutes les cultures et sur toutes les filières. Merci beaucoup, Olivier Allemand. On vous retrouve toute la semaine avec nous. On sera là en direct. Matinale d'info chaque matin en direct jusqu'à jeudi. Et puis, Michel Richard, merci. On se réfère à votre éditorial Le Tempo, aujourd'hui sur la parole des hommes politiques, leur crédibilité ou non, dans le midilibre.fr. Merci. Dans un instant, c'est le Zap Monde, un résumé en quelques minutes de ce que vous devez savoir de l'actualité du monde avec notre partenaire TV5 Monde. On regarde ensemble. Les images en provenance de la Ghouta orientale sont toujours aussi insupportables. Des civils ont été blessés ou tués sous les bombes du régime syrien. Des bombardements ont été signalés aujourd'hui. J'ai des collègues là-bas, ils disent qu'ils vivent dans une peur constante et qu'ils craignent que la bombe suivante tombe sur leur maison et tue leur famille. Ce qu'ils vivent est évidemment terrifiant. Ces massacres doivent cesser pour que des évacuations médicales puissent être mises en place. À la cathédrale Notre-Dame, comme dans beaucoup de paroisses de Kinshasa, la marche a tourné court. La police avait pris position devant les locaux, empêchant tout rassemblement significatif. Mais les accrochages avec les jeunes n'ont pas manqué. On signale plusieurs blessés, certains par tir à balles réelles et même un mort, un bilan que la police conteste. La veille, elle avait annoncé un objectif de 0 mort. Ce dimanche, le chef de la police est plus fataliste. Quand on rétablit l'ordre public, il y a toujours des casses. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Reste que, même sous pression, la mobilisation des catholiques ne faiblit pas. Nous sommes très confiants que ce pays va aller de l'avant un jour. Et nous sommes très confiants qu'il y aura des élections. Principal opposant d'Angela Merkel au sein de son parti, Jens Spahn se voit offrir le ministère de la Santé. Par cette main tendue, la chancelière veut montrer qu'elle tient compte du mécontentement d'une partie de ses troupes. À 37 ans, Jens Spahn réclame un virage conservateur, notamment en matière d'immigration, face à la poussée de l'extrême droite. Je suis la seule qui a franchi le seuil des 60 ans. Certains en sont loin. Avec cette équipe, nous pouvons aborder les défis du futur et ils sont nombreux. Ces gens arrivent sur le marché pile au moment où la chancelière va amorcer ou prévoit son retrait d'une manière ou d'une autre. En quelques jours, une douzaine d'entreprises, et non des moindres, ont pris leur distance avec le lobby américain des armes à feu. Banques, assureurs, compagnies aériennes, loueurs de véhicules, sociétés de sécurité informatique. Sous la pression populaire, elles ont dénoncé leur contrat avec la toute-puissante organisation, annonçant la fin des tarifs préférentiels pour ses membres. Les démocrates, qui ne perdent pas de vue les élections de mi-mandat en novembre aux États-Unis, se félicitent ouvertement de ce boycott. Voilà, depuis le Salon de l'Agriculture et en direct, ainsi que toutes les émissions de Public Sénat qui seront évidemment très présentes toute la semaine autour d'Albert Ripamonti qui dirige les rédactions. Eh bien, nos équipes seront là au Salon de l'Agriculture. Ça commence cet après-midi. On vous retrouve, Olivier Allemand, à partir de 16h. Voilà, en direct. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne journée à tous.
Non, mais de toute façon, il a pu... Ils sentent bien, ils sont pas plus couillons à l'Élysée. On peut leur... Un autre regard sur l'actualité des armées avec le journal de la Défense dans un instant. On se réapproprie notre métier de paysan et ça je pense que c'est vraiment grandissant. Il ne faut pas oublier qu'on est sur une agriculture de vie et pas une agriculture de mort. Les agriculteurs sont un peu là des fois pour tuer ce qui gêne. Le bio est-il l'avenir de l'agriculture? On va en débattre avec le député Jean-Baptiste Moreau, l'agricultrice Stéphanie Pajot, le journaliste Perico Légas et le spécialiste de la grande distribution Rodolphe Bonas. Droit de suite présenté par Jean-Pierre Gracien, ce soir à 20h30.